Le cannelé de Bordeaux est probablement l'une des petites pâtisseries individuelles qui se consomment le plus en France. Les chiffres font état de 40 à 50 millions de cannelés consommés tous les ans et rien que dans la région de Bordeaux, on en fabrique à peu près 30 millions par an. On pense à tort que sa recette est tenue secrète par les maîtres artisans pâtissiers du Bordelais, c'est pas vrai. Alors oui, chaque maître pâtissier a sa propre recette, ce qui est normal, mais la recette en elle-même n'a rien de compliqué, on va la voir tout à l'heure, et à la fin de cette vidéo, vous serez parfaitement capable de réaliser des cannelés, des vrais, des bons, des tatoués. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi, si ces pâtisseries sont aussi simples à réaliser, est-ce qu'on voit autant de saloperies en vente dans des boutiques qui, soi-disant, sont des experts? Alors je me suis livré à un petit exercice qui consistait à aller faire quelques visites dans certains magasins, dans des boutiques spécialisées et dans des pâtisseries, et voilà ce que j'en ai tiré. Voilà les choses immondes que j'ai pu acheter. Alors ça, je ne les ai pas achetés chez Joël Clodo, c'est vraiment dans des boutiques spécialisées, soi-disant experts du cannelé. Alors vous n'avez pas ici l'exhaustivité de ce qui se vend, mais je trouve lamentable de vendre ce genre de merde dans des boutiques qui ont pignon sur rue et qui vous vendent ça entre 80 centimes et 1,20 € pièce. C'est proprement scandaleux. Donc parmi ce petit assortiment, nous avons ici le pas cuit. Regardez, hein, c'est une vraie éponge. On a ici le démoulé façon j'en ai rien à foutre parce que de toute façon vous allez l'acheter. On a ici le petit rabougri qui est même pas un mini cannelé, qui est voilà, un format spécifique, j'en sais rien, peut-être Apple qui fait ça au hasard. Et on a mon préféré qui est là. Celui-là, je l'aime particulièrement. Alors celui-là, je ne m'aventure pas trop à le toucher à la main nue, hein, parce que si j'en crois les pustules et les crevasses qu'il y a dessus, à mon avis, celui-là, il est malade. Mais quel genre de maladie? Ça, j'en sais rien. Il faudrait un groupe de médecins particulièrement brillants pour arriver à discerner la maladie exacte de ce cannelé. Sa tension est bien trop basse. Son cœur a une arythmie. Son foie est foutu. Ses reins nous lâchent. Ses intestins sont gangrénés. Et si à tous ces symptômes on rajoute les pustules et les crevasses, ça ne peut être que la syphilis, bande d'idiots. Donc voilà, nous avons un magnifique cannelé syphilitique et ce cannelé syphilitique fait partie des cannelés les plus vendus puisque c'est à peu près cette forme et cette morphologie que vous retrouvez dans la quasi-totalité des boutiques spécialisées. Alors des modèles de cannelés dégueux, je pouvais en récupérer encore pas mal. Cela suffit amplement et croyez-moi, c'est pas les pires que j'ai vus. Ceux-là ont l'avantage d'avoir une vraie forme à peu près de cannelé. C'est pas le cas de tous. Hein. Donc un petit conseil, si vous n'avez jamais mangé de cannelé, il vaut mieux les faire vous-même parce que je ne suis pas certain qu'après une expérience avec ces quatre-là et voir leurs potes aussi, vous en ayez une belle impression. Et pourtant, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à faire. Or donc, un cannelé qu'on peut qualifier de normal et en bonne santé est un petit machin qui mesure à peu près 5 cm de haut, a une base de entre 5 et 5,5 cm et un sommet entre 3 et 3,5 cm. Sa couleur est caramélisée tout simplement parce que son pourtour est caramélisé. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il n'est pas cramé, il est caramélisé. Donc une belle couleur cuivrée, marron, marron clair, marron caramel tout simplement. Et un intérieur cuit mais qui reste quand même fondant, pas coulant, mais fondant. La recette de la pâte à cannelé, vous allez voir qu'elle se rapproche énormément de la recette de la pâte à crêpes. D'ailleurs, rien ne vous empêche de faire des crêpes avec une pâte à cannelé. Rien. Mais si jamais j'en chope un en train de faire des crêpes avec une pâte à cannelé, ça va mal se mettre. Mais genre très mal. Il y a des choses, faut pas déconner avec. Non, la réelle difficulté du cannelé, c'est pas du tout la recette. Vous allez voir qu'elle est hyper simple. C'est la cuisson. Bon, on s'attaquera à ce problème de cuisson plus tard. Pour l'instant, on va simplement confectionner notre pâte à cannelé. Alors pour réaliser 15 à 16 cannelés, il nous faut 50 centilitres de lait entier, dans lequel j'ai rajouté 50 g de beurre coupé en dés, ainsi qu'une demi-gousse de vanille grattée, 100 g de farine tamisée, 250 g de sucre blanc,
2 œufs ainsi que 2 jaunes supplémentaires. C'est tout. Alors bien sûr, selon vos goûts, vous pouvez rajouter du rhum ou du Grand Marnier ou de la fleur d'oranger, du citron, peu importe. Par contre, ces arômes-là ne se mettent pas maintenant. Ils vont se mettre lorsque la pâte sera terminée, lorsqu'elle sera froide, car rappelez-vous que si vous mettez certains arômes à chaud, ils vont s'évaporer, tout simplement. Donc les arômes, on les rajoutera pour ceux qui veulent, en toute fin de préparation, juste avant de mettre notre pâte à cannelé au frais. Alors concernant les moules à cannelé, la question qui va se poser, c'est moule en cuivre ou moule en silicone. Moi, je dirais celui que vous trouvez. À partir du moment où ils sont d'une bonne qualité et surtout, ce sont de vrais moules à cannelé. Alors, qu'est-ce que j'entends par vrais moules à cannelé? C'est ce genre-là. Bon, ceux-là sont en silicone, mais vous voyez, il y a la structure ici trapézoïdale, donc elle n'est pas toute droite. Ce genre de truc est assez facile à trouver quand vous êtes sur la région de Bordeaux, sinon vous allez un petit peu galérer. Alors moi, je les ai trouvés tout à fait honnêtement, complètement par hasard, dans les magasins Jiffy. J'y suis encore allé dernièrement et ils étaient encore là. Le gros avantage du moule en silicone, c'est qu'il n'y a pas besoin de beurrer. Ça va se démouler très facilement. Chose que vous n'aurez pas avec le moule en cuivre. Alors même si effectivement la tradition veut qu'on fasse ça dans les moules en cuivre, il faudra quand même beurrer parce que sinon ça va attacher et vous aurez beaucoup de difficultés à démouler. Si vous trouvez des moules en cuivre, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est aussi bien que les moules en silicone. Voilà. Honnêtement, j'ai testé les deux. Je ne vois pas de différence à part le fait de beurrer l'un et pas l'autre. Alors la première phase de notre réalisation, ça va être de mettre dans le bol du robot ou dans un saladier si vous voulez le faire à la main ou si vous voulez le faire au four électrique. Dans un saladier, donc, vous allez mettre les œufs, la farine et le sucre. Et on va battre tout ça de manière à ce que le mélange, alors là, littéralement blanchisse parce qu'on va avoir une espèce de pâte très homogène, presque blanche. Et dans quasiment le même temps, on va mettre à bouillir notre mélange lait, vanille, beurre. Et lorsqu'il sera bouillant, on le rajoutera dans notre robot et on fera tourner ce petit monde pour que ça nous fasse une pâte à cannelé bien lisse et bien homogène. Voilà, on a mis donc tout notre petit monde, la farine, le sucre, les œufs dans le robot, on ferme et on y va, vitesse 3-4, assez énergique, pendant 3-4 minutes à peu près. L'idée, c'est que le mélange soit bien homogène, bien lisse et qu'on ait une couleur un petit peu blanche. Alors j'ai volontairement mis la protection du robot parce que lorsqu'on va verser par la suite le lait bouillant, le volume va très vite augmenter et ça va gicler un petit peu partout, ça va être un petit peu dégueu. Après 3-4 minutes, je l'arrête pour vous montrer. Voilà, on a un liquide. Vous voyez une pâte blanc crème. Je vais remettre à tourner vitesse 2 juste pour pas qu'il perde la main et on va les faire bouillir notre lait. Voilà, on met le lait à bouillir. Alors je remue de temps en temps juste pour m'assurer que les morceaux de beurre fondent bien. Sinon, généralement, je lui fous la paix jusqu'à ébullition. Voilà, le beurre est bien fondu. Là, la mousse commence à se former. Ça va bouillir. Donc dès que ça bout, on n'hésite pas et on remet directement dans le robot. Voilà, ça bout, hop, je monte à 4 et je verse le lait bouillant. Et on laisse tourner 2-3 minutes pour que ça soit bien homogène, bien mélangé. Bien mélangé, on arrête. Voilà, ça a l'air plutôt bien homogène. Maintenant, on va filmer et direct au frigo. Notre pâte à cannelé est prête, elle se repose tranquillement au frais. Alors, temps de pause de votre pâte à cannelé, minimum du minimum, c'est 12 heures. Mais idéalement, essayez de la garder 24 heures au frais. Pourquoi ce délai si long? Parce qu'il faut le temps à la farine d'absorber tous les liquides, sinon vous risquez de vous retrouver avec des cannelés au cœur un petit peu farineux, voire avec des grumeaux. C'est pas génial, ça vaut le temps d'attente de 24 heures. Concernant le rajout de nos arômes, donc là on va laisser notre pâte à cannelé 2 heures à peu près au frais, le temps qu'elle descende bien en température.
À partir de là, on pourra rajouter les arômes que vous aurez choisis. Donc le rhum, le Grand Marnier, le citron, ce que vous voudrez. Je ne peux pas réellement vous donner ici de volume concernant les arômes parce que tout va dépendre de vous. Mais bon, par exemple, pour le Grand Marnier, pour le rhum ambré, comptez à peu près une cuillère à soupe. C'est bien, ça donne un cannelé parfumé sans avoir vraiment cette persistance du rhum. Voilà, 24 heures plus tard, notre pâte à cannelé est prête. Alors une petite peau s'est formée sur le dessus. Ne vous embêtez pas à la virer à la cuillère ou à la fourchette ou à autre chose. Quelques coups de fouet, quelques secondes vont vous la dissoudre très efficacement dans la pâte. Voilà, la petite peau disgracieuse est dissoute. Voilà, il ne reste plus qu'à remplir nos moules à cannelé. Pendant ce temps, je vais préchauffer mon four à 250 degrés. Parce que là, il faut que ça pulse pendant les premières minutes. Il faut que ça avoine. Donc voilà nos moules à cannelé. Je les ai disposés sur une plaque. Je ne les mets jamais directement sur la grille. Tout simplement parce que le moule étant en silicone, il va gondoler si on met sur la grille directement. Et vous aurez des cannelés dont la base ne sera pas super droite. Donc je mets sur une plaque. Je mets systématiquement que 2 moules à cannelé, tout simplement parce qu'on le verra en fin de vidéo. La chaleur n'étant pas égale aux différents étages d'un four, je vais cuire mes cannelés sur un niveau uniquement. Donc là, on va remplir nos moules à cannelé et remplissez-les à peu près au 8/10e. C'est pas la peine de les remplir moins, tout simplement parce que le cannelé va très peu monter pendant la cuisson. Donc ça va former un petit ménisque au-dessus de votre moule et ça va redescendre par la suite lorsqu'on va le cuire à moindre température. Voilà, remplissage au 8/10e à peu près. Voilà, nos moules sont remplis. On va enfourner donc à 250 degrés pendant 15 minutes. Alors vous inquiétez pas, ça va fumer, ça va cloquer, ça va faire des bruits bizarres. C'est tout à fait normal. Passé les 15 minutes, on va descendre la température du four à 180 degrés sans avoir sorti les cannelés et on va laisser cuire 1 heure supplémentaire. Donc 15 minutes à 250 et 1 heure à 180. Ils sont tout juste sortis du four. Alors ce que je vous conseille, c'est d'attendre avant de les démouler. Il faut bien que la partie caramélisée, donc à l'intérieur, se stabilise, sèche un petit peu. Sinon, si vous les démoulez à chaud, ça va être la galère et ils vont avoir une structure un petit peu biscornue parce qu'ils vont être tout mous. Donc moi, je les laisse généralement une demi-heure, 1 heure à l'air libre, recouverts d'un petit chiffon quand même. Et ensuite, ils vont être super faciles à démouler. Voilà, nos cannelés sont bien refroidis. Arrive l'instant fatidique du démoulage. En fonction de la qualité de vos moules, il se peut que vous ayez quelques petites difficultés. Pas de panique, il y a des astuces. Alors, pour bien les démouler, je vous montre une petite astuce. Moi, j'utilise des ardoises. J'en prends une, je la pose à plat sur mon moule. Hop, voilà, et je pose. Pareil pour le deuxième. Voilà. Et j'attends à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes, de manière à ce que la gravité fasse son boulot et me fasse descendre tout doucement mes cannelés. Voilà, ça fait à peu près un quart d'heure que je les ai mis à reposer. On va démouler, voir ce que ça donne. Allez, on démoule. Donc, comment je fais? Moi, je prends les bouts en diagonale, je lève en secouant un tout petit peu. Voilà, super. Et d'un. Et deuxième. Voilà, on risque pas. Ah ben voilà, il en reste un. Ça va me permettre de vous montrer comment on fait pour l'extraire. Si jamais il y en a un qui ne vient pas bien, simplement avec le bout des doigts ici, on fait une pince, on tire doucement et ça vient tout seul. Voilà. Tadam! Voilà, c'est fini. Vous voyez, ils ont une jolie forme de cannelé, ils ont une belle couleur caramélisée, sans pour autant que ça soit brûlé. Et puis surtout, ils n'ont pas cet aspect syphilitique, voilà, tout boisi. Donc là, ça, on est sur du vrai bon cannelé. Maintenant, c'est à vous de les faire.
Alors on accorde généralement la paternité des cannelés aux religieuses du couvent des Annonciades à Sainte-Eulalie. Ça fait super bizarre en fait d'accorder la paternité d'un truc à des religieuses. C'est zarbe. Mais bon, c'est visiblement elles qui ont créé le gâteau dans le milieu du XVIIIe siècle. Au départ, les cannelés n'avaient pas du tout cette forme, c'était plutôt des espèces de pancakes. Mais très rapidement, en fait, les religieuses ont utilisé des moules qu'elles avaient, qui étaient en forme d'alvéoles de ruches d'abeilles et qui étaient utilisés à la base pour recueillir le miel. Donc simplement, elles ont remplacé le miel par la pâte à cannelé, elles ont fait cuire. C'est pour ça que les cannelés ont cette forme de cannelé, justement de cannelure, qui vient du gascon cannelat, qui signifie au hasard cannelure. Ouais. Ils sont pas super foulés sur ce coup quand même. Le succès de ces cannelés a été quasiment immédiat et la plupart des pâtissiers se sont emparés de la recette pour inonder littéralement Bordeaux de cannelés en tout genre. Parallèlement aux pâtissiers, une corporation s'est formée pour essayer de garder la maîtrise de ce gâteau. Cette corporation s'est appelée les Cannoliers, avec une véritable inscription au Parlement de Bordeaux. Une véritable guerre s'est engagée entre les pâtissiers et les canneliers, notamment au sujet de ce qu'on appelle la pâte mixtionnée, c'est-à-dire la pâte dans laquelle intervient le lait, le sucre et les œufs. Mais essentiellement le lait et le sucre, puisqu'à l'époque la pâte mixtionnée était un privilège des pâtissiers. Or malheureusement, les cannelés sont formés à base de pâte mixtionnée. Donc tout ce petit monde s'est mis un petit peu sur la tronche, et quand le Conseil d'État en a eu bien marre, ils ont tranché dans le vif, et il y a eu carrément un édit royal en 1755 qui a tranché en faveur des canneliers. Donc les pâtissiers, à partir de cette date-là, n'avaient plus le droit de faire du cannelé. Suite à cet édit, la demande de cannelés dans toute la région n'a pas cessé d'augmenter et le nombre de canneliers a littéralement explosé sur Bordeaux et sa région. Et là, deuxième intervention du Conseil d'État en 1767 qui par un nouvel édit dit maintenant ça suffit, il y en a trop, vous allez me limiter à 8 canneliers par ville pour éviter que ça soit le bordel. Alors la corporation des canneliers a disparu à peu près juste après la Révolution pour renaître uniquement en 1985 à Bordeaux, donc sous la forme de la confrérie du cannelé. Alors au passage, c'est cette confrérie qui a supprimé le second N du cannelé. Ouais, au départ il y en avait deux. Alors, on n'a pas très bien compris pourquoi, mais pour avoir une espèce d'appellation, plus ou moins appellation contrôlée. Ouais, en gros, ils voulaient un peu se la péter. Mais bon, à partir de 1985, donc cannelé s'écrit plus qu'avec un seul N. Sinon, c'est plus du cannelé de Bordeaux. Alors comme je vous l'ai dit, la principale et je dirais même la seule difficulté du cannelé, c'est sa cuisson. C'est une préparation qui est très exigeante au niveau cuisson, au niveau température du four, que ce soit un four normal ou un four à chaleur tournante. Comment fonctionne la répartition de la chaleur dans un four? Donc tout simplement, qu'est-ce que fait un four? Il va chauffer l'air qui est contenu dans sa cuve, donc généralement avec des résistances. Donc lorsque le four chauffe l'air, alors on ne va pas rentrer dans la mécanique des fluides, mais juste pour comprendre un peu comment ça marche. Lorsque un four chauffe l'air qui est à l'intérieur, en fait, ça a pour effet de faire s'écarter les unes des autres les molécules d'air. Si je compare le même volume d'air chaud et d'air froid, étant donné que les molécules d'air sont dispersées lorsqu'on chauffe l'air, il est normal de comprendre que le volume d'air chaud contient moins de molécules d'air qu'un volume d'air froid. C'est pour ça que l'air chaud est plus léger et c'est pour ça donc qu'il monte dans le four. Et donc inversement, l'air froid contenant beaucoup plus de molécules d'air, il est plus lourd, donc il descend. Alors c'est un phénomène que vous avez entendu et que vous entendez régulièrement à la météo, c'est ce qu'on appelle la convection des masses d'air. Alors dans un four classique, la zone de cuisson idéale c'est à mi-hauteur, tout simplement parce que à cette hauteur-là, l'air est ni trop chaud ni pas assez chaud. Alors généralement on prendra toujours cette hauteur comme base de référence pour la cuisson et ensuite on réglera simplement la température du four. Dans un four à chaleur tournante c'est un tout petit peu différent mais à peine. Une fois que l'air est chaud à l'intérieur, il est brassé, donc soit par un ventilateur ou bien ce qu'on appelle pulsé par une espèce de turbine. A priori ça permet une meilleure homogénéité de l'air chaud dans le four. C'est en partie vrai, mais attention, ça ne veut pas dire qu'à n'importe quel endroit du four, par rapport à un autre, la température est égale. C'est pas vrai. Sinon, on n'aurait aucun problème de cuisson en mettant la même préparation tout en haut du four et tout en bas. Or, on s'aperçoit, et notamment pour le cannelé, que
Même dans un four à chaleur tournante, si vous mettez 2 moules à cannelé à 2 hauteurs différentes, vous obtiendrez 2 cuissons différentes. Donc oui, l'air chaud est beaucoup mieux brassé et beaucoup mieux réparti dans un four à chaleur tournante que dans un four traditionnel, mais ça ne suffit pas. Donc que vous utilisiez un four standard ou un four à chaleur tournante, mon conseil c'est d'utiliser toujours la même hauteur de cuisson, quitte à faire plusieurs passes de cuisson pour cuire la totalité de votre préparation, mais au moins vous serez sûr, étant donné que vos préparations seront toujours à la même hauteur, elles auront toujours la même cuisson uniforme. Après, il suffira simplement de régler la température. Et voilà, ça y est, cet épisode sur le cannelé enfin est terminé. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'un vrai bon cannelé, vous êtes parfaitement capable d'en faire sans pour autant aller acheter les cochonneries qu'on essaie de vous fourguer. Encore une fois, un grand merci à tous pour vos petits messages, pour vos commentaires Facebook. Ça m'aide vraiment, surtout là j'ai reçu une liste pas possible de recettes à faire en rapisode ou en épisode normal. Donc du coup, j'ai matière. C'est une très bonne chose, surtout que je vais bientôt être en vacances. Donc j'espère pouvoir en enquiller quelques-uns. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, c'est juste en bas là. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager cette vidéo, partager la page Facebook. On est actuellement à 650 j'aime sur la page Facebook. C'est génial, on doit être à peu près à la même chose en vue sur la page YouTube. Voilà, c'est super, vous êtes super. Continuez comme ça, c'est génial, j'adore. Tout vraiment dépend de vous, partagez. On se fait un petit peu connaître au fur et à mesure, mais allez-y, c'est grâce à vous qu'il y a du dessert se fera connaître. Encore une fois, un grand merci à tous, à très vite pour un rapisode, probablement qu'il sera dédié à la tarte citron meringuée, tout simplement parce qu'on m'a demandé la meringue italienne et la crème au citron. Donc du coup, on va faire coup double, puisque la pâte sablée, tout le monde sait la faire déjà. Alors à très bientôt, et rappelez-vous qu'un repas se termine toujours très bien quand il y a du dessert. Ciao!